Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Quand on devient maman solo, nos priorités changent. La sécurité financière, la charge mentale, le regard des autres sur nos actions. Et tout cela peut peser sur nos choix professionnels. Mon invitée du jour a connu ce cheminement puisqu'après une période d'entrepreneuriat, elle est retournée dans le salariat suite à une séparation. Puis quand elle a pris conscience que son épanouissement professionnel était lié à son épanouissement personnel, elle a finalement décidé de s'autoriser à revenir à l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a qu'une vie et que nous sommes aussi responsables de montrer à nos enfants que tout est possible. Alors aujourd'hui, Vanessa nous partage son parcours, ses doutes, mais également ses prises de conscience et ce qui l'a poussée à franchir à nouveau le cap de l'entrepreneuriat. Un épisode inspirant dans lequel nous serons à ses côtés. Bonjour Vanessa, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour Nathalie, un grand plaisir pour moi aussi. Merci de m'accueillir ici sur ce podcast. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ? Oui, alors je suis Vanessa, community manager freelance, spécialisée sur Meta, Facebook, Instagram et LinkedIn. J'aide les artisans, commerçants, créateurs et indépendants à gérer ces réseaux sociaux pour leur permettre de mettre en avant leur activité parfois cachée sur les réseaux sociaux, les mettre en lumière au travers de leur savoir-faire, leur expertise et leur histoire. Alors, effectivement, c'est un vaste sujet qu'on connaît bien, nous, chez la tribu digitale. Depuis quand es-tu maman? Et puis, tout simplement, combien d'enfants as-tu? Alors, j'ai 3 filles. Donc, ma première est née en 2011, ma seconde en 2014 et ma dernière en 2018. Bon, génial. Donc, c'est très girly, peut-être. Ou alors pas du tout, parce que des fois, on a des filles qui ne le sont pas du tout. C'est assez mélangé. Elles sont différentes. Bon. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors, moi, c'est par l'écoute justement des épisodes du podcast où je t'ai envoyé un message privé justement concernant une écoute que j'avais faite. Et puis de là, c'est enchaîné une discussion pour pouvoir éventuellement aussi intervenir sur un épisode. Exactement, et je le dis souvent, mais les réseaux sociaux sont quand même très, très puissants pour faire de belles rencontres. Oui, tout à fait. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout pourquoi? Florence Foresti. Alors, je suis quelqu'un qui adore rire, j'adore l'humour, et je trouve que cette femme fait passer des messages sociétaux de manière totalement pertinente, bien amenée, bien écrit. Je trouve que ça passe beaucoup mieux avec l'humour, et j'ai un sketch que j'adore et qui est mémorable, c'est sur les mamans calmes, où on voit la maman calme arriver à l'école, et puis on voit l'autre maman complètement en retard. Et voilà, ça me fait rire, mais ça montre aussi beaucoup de choses. Elle pointe le doigt sur beaucoup de sujets, et notamment par rapport aussi à sa vie à elle, et je trouve ça très pertinent, et ça me fait énormément rire.
rire. Je préfère en rire que d'être énervée sur certains sujets. Et effectivement, et c'est vrai que comme tu le dis, elle se cale beaucoup sur sa vie à elle. Donc tant qu'elle n'était pas maman, elle ne parlait pas de ces sujets. Et puis maintenant qu'elle est maman, elle en parle. Et effectivement, je vois très bien la scène où elle arrive, elle est complètement en train d'hurler vite, 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 avec Exactement. le décalage J'adore. des mamans toujours calmes, où Mm. elle comprend pas comment elles font. Oui, c'est ça, exactement. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler de ton premier passage dans l'entrepreneuriat? Et puis, qu'est-ce qui t'avait à l'époque motivé à t'y lancer? Alors donc c'était en 2017, j'étais enceinte de ma troisième fille. J'avais déjà essayé à la grossesse de ma deuxième fille de tenter l'expérience de l'indépendance parce que je pense que j'ai toujours eu ça en moi, mais je me suis toujours interdit. Et donc en 2017, là je me lance vraiment dans mon métier de base qui est assistant de direction ou office manager. Enfin, aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs noms. Ce qui m'a motivée, c'est alors justement ce goût de l'indépendance, mais aussi ce qui a été moteur, c'est mes enfants, de pouvoir avoir une flexibilité horaire, de pouvoir être présente, pouvoir les emmener à l'école, quand elles sont malades, pas demander à qui que ce soit la permission. Voilà, c'était dans cet objectif-là, d'être plus présente aussi pour elles. Et oui, et c'est vrai qu'effectivement, lorsqu'on a des métiers dans l'entrepreneuriat qui permettent notamment de travailler chez soi, ça permet une certaine flexibilité d'organisation. Alors, moi je dis toujours, hein, c'est pas on travaille pas et on est à regarder nos séries télé toute la journée dans notre canapé. Non, on travaille différemment. C'est-à-dire que bah, des fois on fait des nocturnes ou des matinales, ça dépend si on est plutôt du soir ou du matin, ou des fois on va travailler le week-end. Mais effectivement, dès qu'il y a une urgence, ben, on peut réadapter notre planning, on peut être présent ou présente pour nos enfants, et puis on peut aller les chercher à l'école, les emmener chez les copains, etc. Donc finalement, c'est une autre manière de travailler, mais qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir depuis, je dirais, des années et des années. Après ta séparation, justement, tu as choisi de retourner dans le salariat. Est-ce que c'était une décision pour toi qui était réfléchie ou est-ce que c'était une décision subie? Et quelles ont été tes principales craintes à ce moment-là qui t'ont fait prendre cette décision? Et je dirais, est-ce que le regard des autres aussi a joué un rôle dans cette décision de retourner dans le salariat? Alors, en 2022, je dirais que la décision a été subie, mais en même temps, je ne me voyais pas endosser une charge supplémentaire que demande quand on est à son compte. Voilà, on pense souvent à notre activité pour la faire développer, à des idées, etc. Là, j'avais un chamboulement émotionnel qui était très forte et je ne me voyais pas assurer une autre charge que celle que j'avais. Ma priorité, c'était vraiment de préserver mes enfants, de retrouver un équilibre, de me reconstruire aussi en tant que femme. Je ne me voyais pas rajouter ça. Mais en même temps, ça a été un choix contraint de le faire parce que retourner dans le salariat, en plus à l'époque je disais je n'y retournerai jamais, je ne me verrai pas retourner, mais là je ne sentais pas le choix de faire autrement. Et puis il y a l'aspect aussi stabilité financière qui rentre en ligne de compte parce qu'on a cette peur de ne pas pouvoir assurer, de donner à manger à nos enfants. Il y avait aussi l'aspect, ben, moi je gardais pas la maison, donc il fallait bien que je trouve un autre toit pour mes enfants. J'ai eu cette chance d'être très très bien entourée par ma famille et mes amis, ce qui m'a permis aussi de pouvoir avoir un point d'attache le temps que je retrouve une maison. Et quand on est à son compte, l'indépendance pour avoir un emprunt bancaire, notamment, c'est très compliqué. Les banques ne nous suivent pas. Et même là, moi, je rentrais dans toutes les cases au niveau de la banque, même j'étais au-dessus. Et j'ai eu la chance qu'une de mes clientes me prenne en CDD. Mais déjà, le CDD, ça bloquait. Ils ont quand même accepté parce que j'avais les autres critères qui étaient au-dessus. Mais le CDD bloquait. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça n'a pas trop de valeur. CDI ou CDD, aujourd'hui, ça se... On peut se faire licencier à n'importe quel moment, la boîte peut couler, etc. Donc Exactement. effectivement, c'est pas une valeur plus sûre que l'entrepreneuriat où finalement on manage nous-mêmes notre entreprise. Après, c'est vrai que j'ai vraiment eu cette chance où ma cliente a pris ce risque aussi hein, de me prendre chez elle. Ça a duré 6 mois parce que malheureusement, elle a eu un contrat qui s'est désisté et qui prenait la majorité de son chiffre d'affaires. Malgré tout, sur cette année-là, j'avais pas fermé mon entreprise. Je l'avais pas clôturée. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'inconsciemment, je voulais revenir en me disant, bon, bah, je laisse passer un peu de temps. Mais finalement, même quand le contrat s'est arrêté, j'ai laissé passer l'été et je me suis dit, bah non, en fait, j'ai besoin psychologiquement de reprendre quelque chose de stable pour que je puisse me sentir en sécurité pour mes enfants. Ouais, c'est vrai, effectivement. C'est vrai que parfois, on peut passer par différentes étapes, hein, finalement. Salariat, entrepreneuriat. Ça dépend aussi de notre besoin personnel à un moment donné. Et là, tu as eu besoin de retrouver une certaine stabilité pour pouvoir gérer d'autres sujets qui pouvaient Exactement. être compliqués à gérer. Ouais, tout à fait.
Alors, comment tu as vécu cette période salariée? Est-ce que tu as quand même trouvé un certain confort ou au contraire de la frustration? Parce qu'on sait aussi que lorsqu'on est salarié, souvent on est contrainte par des horaires de travail, par un lieu de travail, par un certain nombre de choses. Et lorsqu'on a vécu cette liberté de l'entrepreneuriat, de pouvoir finalement définir nos propres contraintes, parfois ça peut être un petit peu compliqué. Alors en fait, au départ, ça a été un confort parce que justement, ça appuyait sur le fait de cette sécurité, elle était résolue. Donc j'avais ce confort-là, mais qui a été très vite repris quand j'avais retrouvé ma stabilité avec ma maison justement que j'avais pu avoir, l'organisation familiale avec mes enfants, avec la garde partagée, que je sentais que tout le monde était à peu près dans un épanouissement correct. Et bien là, ça a commencé professionnellement à ne plus aller. Je sentais que je m'endormais, que je m'éteignais complètement aussi au niveau de mon énergie. Je suis quelqu'un de très dynamique, souriante, j'ai beaucoup d'idées, etc. Et là, je sentais que voilà, j'allais dans une routine, je m'ennuyais. Alors, pas en termes de charge de travail, parce que j'avais tout ce qu'il fallait, mais plus en termes intellectuellement, quoi. Je sentais qu'il y avait une limite. Et c'est vrai que c'est mon employeur qui m'a alertée parce qu'il m'a dit, mais tu n'es pas comme avant, en fait. Quand tu es arrivée, tu étais très pimpante. Et là, on sent que tu t'éteins. Et c'est vrai que c'est aussi au niveau de mes enfants, quand je les avais, déjà, je les avais une fois sur deux. Et j'avais l'impression de courir dans tous les sens. Le soir, il fallait rentrer pour les leçons, manger, au lit, hop, la soirée allait passer. Et après, le week-end d'après, je les avais plus. Donc moi, j'ai l'impression de vraiment passer à côté de leur éducation et de ce moment où elles grandissent et ne pas être à leur écoute et pas être disponible. Et c'est vrai que quand j'ai goûté à ça aussi avant, j'avais cette flexibilité horaire, je me sentais beaucoup plus disponible et aussi beaucoup plus apaisée. Là, j'avais l'impression d'être tout le temps en train de les presser, impatiente, même énervée, une culpabilité maternelle plus, plus, plus. Ah bah de toute façon, ça, il n'y a pas de souci sur la culpabilité. Dès qu'on devient maman, même avant d'accoucher, même pendant la grossesse, on culpabilise de tout. Donc effectivement, je comprends tout à fait. Donc à ce moment-là, tu as ressenti le besoin de te remettre à ton compte. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est plutôt les différents éléments qui se sont cumulés les uns aux autres et qui ont fait non là, c'est too much, il faut que je retourne en fait dans l'entrepreneuriat. Et puis je dirais, comment tu as réussi finalement à dépasser tes peurs et à t'autoriser ce choix parce que on sait que les peurs financières sont quand même très ancrées chez nous les femmes. On sait aussi que le regard de l'autre parfois peut être très prégnant en fait et nous empêcher de faire ce qu'on veut faire pour ne pas être critiqué, même si finalement on est toujours critiqué et quoi qu'on fasse. Mais ça, c'est un autre débat, je dirais. Quand tu parles du regard de l'autre, moi, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai voulu switcher vers l'indépendance, où le regard de l'autre a été plus pesant parce que j'avais la sensation, ben, comme j'avais cette sécurité de l'emploi, maman solo avec trois filles, pourquoi j'irais m'aventurer dans une activité indépendante où il peut y avoir de l'insécurité financière? Il y avait une incompréhension là-dessus. Donc, c'est plus là où j'ai eu ce regard-là. Après, pour moi, ça a été progressif, c'est-à-dire que je fais toujours un travail en début d'année d'introspection et ce qui revenait à chaque fois, c'était le goût de l'indépendance. Donc, au départ, je m'étais dit, je vais faire un side project, c'est-à-dire que je vais continuer à garder mon emploi le temps que ben, je puisse développer mon activité à côté. Au fur et à mesure que les semaines avançaient, ben, ce projet-là, déjà, j'étais très frustrée parce que j'avançais pas comme je le voulais. Et je pense que je le traduisais aussi au niveau de mon travail salarié. Là, je commençais vraiment à ne plus être alignée du tout. Ça n'allait plus du tout. Et donc, en accord et en discussion avec mon employeur, ben, progressivement, en fait, après, on a parlé de temps partiel. Puis finalement, après, on a conclu une rupture conventionnelle en fin d'année. Mais ça a été progressif. Ça n'a pas été un choix tout de suite fait. Je pense que ce cheminement a été nécessaire pour que je me dise, OK, faut que j'y aille maintenant. C'est pas demain que je vais le faire. Si j'attends trop, je vais le regretter. Je vais regretter aussi en termes de mon épanouissement. Ça empiète aussi sur la qualité de vie de mes enfants. On y va, quoi. Effectivement, je me reconnais dans ce que tu dis, puisque moi, pendant des années, j'étais salariée et j'avais une activité d'auto-entreprise quand j'ai quitté l'agence. Donc, j'avais quelques clients qui avaient voulu rester avec moi. Donc, j'avais créé mon statut d'auto-entreprise. Et quand, on va dire, ma dernière, je me suis fait encore licencier par mon entreprise, mon mari me dit, mais t'as déjà des rentrées d'argent, lance ta boîte. Et donc, pendant un an et demi, j'étais prise en étau entre, bon, bah, allez, je lance ma boîte et puis, ah, ce serait quand même mieux que j'ai un CDI, ce serait plus stable financièrement, etc., etc. Et lui, il me poussait vraiment en me disant, mais t'es capable de lancer ta boîte, d'avoir des revenus, etc. Et puis moi, j'avais vraiment cette peur financière. Et donc, à un moment donné, je retrouve un poste pas très loin de chez moi et je me souviens, je crois que la première journée m'aura marqué ad vitam aeternam. Donc, je me dis, bon, bah, du coup, je laisse un peu de côté mon entreprise. De toute façon, j'ai mes clients qui sont là et je peux les gérer le soir, le week-end. Et en fait, la première journée où je me suis retrouvée dans cette entreprise, donc le manager me montre
montre un peu tous les locaux, etc. Et puis il me dit, comme moi j'étais niveau CODIR, donc comité de direction, il me dit, bah tiens, là c'est ton bureau, donc je te laisse t'installer, il devait être 11 heures, et puis je viens te rechercher pour midi. Et là, je me souviens de ma sensation, je me suis retrouvée dans un énorme bureau, il y avait une table de réunion qui m'était dédiée et tout, et où je m'assois comme ça, enfin je me laisse tomber plutôt d'ailleurs sur le siège, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Ça a vraiment été le déclic parce que finalement, à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai le salaire, j'ai la voiture de fonction, j'ai ci, j'ai ça, etc. Mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Parce que je vais plus voir mes enfants, parce qu'en plus, c'était une entreprise dans laquelle on commençait tôt, donc on commençait à 8 heures. Du coup, je pouvais plus les déposer à l'école, ni rien. Le soir, forcément, je pouvais pas dire à 4 heures, bon, bah merci, je vais aller chercher mes enfants à 4h30, même si je pouvais retravailler de chez moi. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. C'est pas du tout ce que je veux. Et c'est vrai que cette expérience-là, ça m'a fait vraiment switcher. Alors qu'avant, j'étais un peu entre les deux. Du genre, Mm. est-ce que je développe ma boîte? Est-ce que je retourne dans le salariat? Et voilà, j'étais entre les deux. Et ça m'a vraiment fait switcher en me disant, non, mais en fait, je veux plus d'un poste en salariat. Ouais, mais c'est ça. Puis je trouve qu'on peut ne pas se l'autoriser aussi par rapport à la stabilité, se dire c'est plus correct. Mais au final, ce qui est le plus important, c'est qu'on se sente bien pour soi et pour notre entourage. Ouais, c'est clair. Exactement. Alors justement, quelles sont les stratégies, toi, que tu mets en place maintenant que tu as relancé ton activité pour concilier à la fois ton activité professionnelle et ton rôle de maman solo? Et puis comment aujourd'hui tes filles perçoivent-elles ce retour à l'entrepreneuriat? Je vais parler de mes filles parce que mon employeur, quand on avait fait la discussion, il m'avait dit, bon, bah, je te laisse une baguette magique, qu'est-ce que tu fais avec? Et j'en avais parlé avec mes enfants. Et ce qui était drôle, c'est que ma dernière, elle me disait, maman, est-ce que tu as utilisé ta baguette magique? C'était pour revenir dans l'indépendance. Et du coup, c'est vrai que avec mes enfants aujourd'hui, l'organisation, enfin, moi, je me sens beaucoup plus saine, je me sens beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus à l'écoute, disponible. Je me sens pas pris dans un rouleau compresseur. Je retrouve encore ce lien que j'avais la sensation d'avoir perdu quand j'étais salariée parce que quand on est entrepreneur, on fait beaucoup de rencontres. Tu le disais au tout départ aussi, avec les réseaux sociaux, on peut faire des rencontres alors, virtuellement géniaux et puis physiquement autant géniaux. Donc là où je voulais en venir, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'organisation familiale avec mes enfants, moi aujourd'hui, je kiffe. Je kiffe ma vie d'entrepreneur. Je reprends le rythme. Ça me donne une énergie de dingue et je retransmets à mes enfants et ils le voient et ils le ressentent. Aussi, un message que je leur faisais passer, c'est qu'effectivement, on peut parfois suivre un chemin qui est tout tracé, mais rien ne les empêche de contourner ce chemin-là si c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire, même si ça rentre pas dans les cases normales. Il y a ça et puis vraiment aussi de pouvoir vaquer à des projets. Moi, j'adore tout ce qui est émulation d'idées et de projets. Quand on est indépendante, on est amené à forcément à avoir cette émulation-là et c'est vraiment génial. Ouais, c'est clair, effectivement. Alors justement, tu concilies comment l'aspect pro, Mm. l'aspect perso ou global, hein, parce que je sais que chaque journée n'est pas la même. Non, non. Alors après, moi, je les ai une semaine sur deux, globalement. Donc, c'est vrai que quand j'ai pas mes enfants, ben, je travaille davantage. Donc, j'ai plus des Mhm. horaires, on va dire, bah, même des fois, je vais dépasser le quota, on va dire, habituel. Ça va faire 7 heures jusqu'à 20 heures. Des fois, je vais piétiner un peu sur ma soirée. Mais quand j'ai mes enfants, je les emmène à l'école. Je reprends ce plaisir de les emmener à l'école. Enfin, pour les deux petites. La grande est au collège, donc c'est différent. Et je retourne les chercher à l'école à 16h30. Donc, je les emmène à 8h30 et à 16h30. Donc, Mhm. moi, pendant ce laps de temps, ben, je travaille forcément. Et puis, quand je vais les chercher, ben voilà, j'ai de 16h30 jusqu'à 20h, 20h30 avec elles. Donc, disponible. On peut faire les devoirs tranquille, le goûter. Il n'y a pas de stress. Donc, ça, c'est vraiment, il n'y a pas de speed non plus. Et après, je retravaille généralement quand elles sont couchées. Et le mercredi, ben, je peux passer la journée avec elles. Avant, je télétravaillais, mais j'avais des appels tout le temps parce que c'était moi qui reprenais le standard. Là, aujourd'hui, j'ai pas d'appel. Je peux travailler quand j'entends, avant qu'elles se lèvent. Ça n'a rien à voir, quoi. On passe vraiment du temps de qualité ensemble et apaisé, sans mettre la pression le matin ou le soir pour tout ça. Ouais, je comprends tout à fait, puisque moi, maintenant, j'ai plus que ma dernière primaire, parce que les autres, ça y est, collège, lycée, puis j'en ai un qui est même parti de la maison. Et c'est vrai que, par exemple, le mercredi matin, elle vient toujours faire ses devoirs sur mon bureau. Alors, j'ai un grand bureau pour travailler, et elle se met dans un coin du bureau. Donc, en fait, on travaille toutes les deux. Mais elle fait ses devoirs, elle apprend ses leçons, sa poésie, elle fait ses multiplications ou autres. Et en fait, on est ensemble, finalement, mais chacune est occupée. Puis, parfois, on va se parler, elle va me Oui, c'est poser ça. Mm. donc, si elle voit que je suis en visio ou autre, elle sait qu'elle doit se taire. Si elle voit que je suis juste en train de travailler comme ça, bah, elle va me poser des questions. Elle va me dire, bah, tiens, maman, hier j'ai fait ci, etc. Donc, en fait, c'est des petits moments. Finalement, c'est des tout petits moments, mais qu'on n'aurait pas si on était sur un poste dans une entreprise et qu'on voyait pas nos enfants du tout le mercredi. Donc, c'est vrai, c'est complètement différent, en fait.
Ouais, totalement. Je trouve que pour moi, cet agencement-là me convient totalement en tant que maman. S'il y a trop d'heures et trop de pression, au contraire, ça va aller à l'encontre de l'épanouissement ou du bien-être de mes enfants. Donc. Mm. Quel conseil tu donnerais aux mamans qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, principalement par peur de l'instabilité? Alors, du coup, je me dis, si je le fais pas maintenant, ça sera trop tard demain, parce qu'on aura toujours une excuse pour pas le faire, en fait. Mm. Ou ça sera pas le bon moment. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, non, Vanessa, tes enfants sont encore jeunes, il y a les études, il faut financer tout ça. Comment tu vas faire si jamais tu n'y arrives pas, etc., etc. En fait, on peut tout le temps douter et ne pas y aller. Au contraire, je pense que si au fond de vous, si vous avez envie de créer quelque chose, d'être à votre compte, de vivre de votre passion, c'est facile à dire, mais allez-y. Quoi qu'il arrive, vous prenez un risque minime. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. On a cette chance aujourd'hui en France d'avoir cette soupape de France Travail. Donc, il y a quand même une réserve financière qui est là. Et si jamais ça ne fonctionne pas, on refait un plan B. En fait, moi, je me dis, j'aurai un plan B que je retournerai dans le plan A, dans l'indépendance dans tous les cas. Parce que je sais que c'est là où je dois être et c'est là où j'ai ma zone de génie. Mais après, c'est vrai qu'il faut aussi se protéger de ce qu'on peut nous dire à côté. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin et aussi au niveau de vos enfants. Si vous sentez que justement, il y a un déséquilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, c'est qu'il y a un point de souci et ça va engendrer des choses compliquées après pour vous personnellement et pour votre famille. En tout cas, moi, ce que je voulais faire passer en étant ici, je te remercie en tout cas Nathalie de me laisser cette chance-là, c'est de vraiment de montrer que pour moi, en tout cas, les mamans solo, on peut avoir cette tendance à se dire, on doit subvenir aux besoins de nos enfants, leur donner un toit, leur donner à manger, payer les factures, etc. C'est un fait, ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il ne faut pas que ça soit au détriment de notre bien-être intérieur parce que automatiquement, on va pas tenir. Et déjà, on a cette charge chacun dans son contexte de vie, mais de gérer toute seule nos enfants, d'avoir cette responsabilité-là, mais pas au détriment de son bien-être personnel, pour moi. Ouais, je suis totalement d'accord, effectivement, avec toi. Je pense que le bien-être personnel est essentiel. Et on va dire, il y a plusieurs mamans qui sont déjà passées dans ce podcast. Alors, je pense à Claire, à Sandrine, à Erika aussi, qui étaient là il y a quelques semaines. Et effectivement, elles disent toutes la même chose avec, on va dire, avec leurs mots. Oui, bien sûr. Oui, Mais oui, j'ai comme bien. quoi, effectivement, ne pas se faire passer après. C'est vrai, on est maman. En plus, maman solo, bah, du coup, on peut compter que sur soi hein, pour ses enfants. Mais derrière, le bien-être personnel va rejaillir en réalité sur nos enfants, sur notre foyer, etc. Et souvent, on a un petit peu tendance à se dire non, mais moi, je verrai plus tard et à se faire passer après. Et c'est une grave erreur. J'avais écouté hier justement, il y avait un chiffre qui est sorti, notamment pour la journée des femmes, où 80% des foyers de parents solo sont gérés par les mamans. Enfin, ça montre là encore aussi qu'il y a cette inégalité et ce poids pour les femmes quand elles Mm. se retrouvent toutes seules. Donc, je pense que c'est important pour chacune d'entre nous de suivre aussi ses ambitions, ce qu'on a envie de faire. Et ça montre, comme tu disais tout à l'heure, aux yeux de nos enfants, que c'est possible et qu'on peut y arriver si on met les efforts derrière. Oui, c'est clair, parce que les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Mhm. Quand on a compris ça, on se dit c'est Ouais. bon, on parle plus, juste on montre par nos actions. Ouais, tout à fait, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour terminer cette émission et cette interview passionnante. Est-ce que tu as une réussite ou un moment justement que tu souhaiterais partager avec nous, bien évidemment en relation avec le sujet du jour? Alors, moi, ma principale réussite, alors par exemple, j'aurais un moment qui s'est passé justement depuis que je suis à mon compte à 100% depuis le début de l'année, où j'ai pris le temps de jouer aux cartes avec mes enfants. Après l'école, on a joué au Skyjo. Rien que ça, ce moment-là, en fait, où on rigolait, où ça se chamaillait aussi pas mal. Mais je me suis arrêtée en me disant, ben oui, si j'étais restée en tant que salariée, ce moment-là, je ne l'aurais jamais vécu. Mm. Et c'est important qu'on soit présent pour nos enfants. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. J'ai fait des enfants, j'ai envie d'être avec eux et C'est avec elles. vrai que c'est important, puis ça crée des relations aussi, des Oui. relations qu'on peut pas avoir ou qu'on peut pas créer quand on rentre le soir à 19 heures. Après, chacun et chacune voit, comme tu le disais, midi à sa porte et fait en fonction de ses besoins. Mais c'est vrai que moi, je le vois aujourd'hui avec mon grand qui, du coup, est parti faire ses études de l'autre côté de la France, je dirais. Bah, effectivement, on a une relation, je dirais, particulière parce que j'ai été là, parce qu'on a vécu ces micro-moments et j'espère, en tout cas, qu'elle continue
continuera et qu'elle perdurera dans le futur parce que pour les enfants des années 70, 80, 90, les parents souvent n'étaient pas là, travaillaient, que ce soit la mère ou le père. Et je trouve que aujourd'hui, nous qui sommes grands, souvent il y a moins de relations avec les parents parce que finalement on a appris petit à se débrouiller tout seul. Mm. Donc, grand, on continue à se débrouiller tout seul. Et parfois, ça peut même, dans certaines familles, créer des tensions parce que Ouais. les parents disent, mais tu m'appelles jamais, tu viens jamais me voir. Bah oui, mais quand j'étais petit, en fait, j'avais l'habitude de tout gérer tout seul, donc de me débrouiller. Donc, finalement, je fais la même chose quand je suis grand. Et je trouve que être présent, en tout cas pour ces enfants, est essentiel. Et j'espère que les liens qu'on créera et qu'on crée là maintenant perdureront lorsqu'ils seront adultes, même si, bien sûr, ils iront faire leur vie, ce qui est normal. Oui, puis être présent, ça ne veut pas dire leur enlever leur autonomie. C'est pas parce qu'on est présent qu'on va les empêcher de vivre ou parfois on peut se dire ça. Mais oui, mais avant, ils faisaient comment? Ils se débrouillaient bien. Enfin voilà, on faisait ça tout seul, etc. Mais ça veut pas dire qu'ils se débrouilleront pas non plus tout seuls. C'est juste que c'est une présence et partager des moments ensemble. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage authentique et je dirais de bonne humeur. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il est essentiel de s'autoriser à faire ce qui nous rend heureuse, même quand on est maman solo. L'équilibre pro-perso n'est pas toujours simple, mais s'épanouir dans son travail, c'est aussi montrer à ses enfants qu'il est possible de choisir son propre chemin en dépit des peurs ou des jugements extérieurs. En tout cas, merci beaucoup Vanessa pour ton partage. Et puis à vous, auditrices, auditeurs, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.